rien arrivé chez Densa, le podcast enquête des libertés à travers l'authenticité. Et pour commencer en toute sincérité, j'avoue que là je suis totalement confuse parce que c'est la 3e fois qu'on commence cet épisode parce qu'on a eu des soucis techniques et des oublis techniques de ma part. Mais c'est pas grave puisqu'on est là pour être authentique et essayer d'être soi-même dans un monde qui essaie constamment de nous formater. Donc, vraiment, pour m'aider, d'essayer de trouver un peu plus sur l'authenticité, j'ai devant moi aujourd'hui celle qui a l'air d'être très patiente, qui m'a déjà vu commencer cet épisode 3 fois et qui m'a dit « T'inquiète pas, no stress, je juge pas, il n'a pas de problème ». Je crois que c'est un peu la vibe qu'on va ressentir avec elle aujourd'hui. C'est une personne que j'ai rencontrée dans une rue déserte une nuit à Paris alors qu'elle sortait d'un concert de beatbox. Et comme j'étais très déçue de l'avoir ratée, elle a fait une improvisation qui est pour moi au milieu de la rue. Tu te rappelles de ça ou pas ? Je me souviens pas, j'essaie de me rappeler. Je crois que j'ai une petite vidéo, je vais essayer de la chercher. Ouais, je te jure. C'était mes débuts, je crois. C'était mes tout débuts. C'est possible. Et c'est pour ça que j'étais très impressionnée quand je t'ai vue donc devenir championne de France et vice-championne du monde et qui t'a été sélectionnée sur The Voice cette année. Et aussi que j'ai eu l'opportunité de découvrir tous les morceaux qui t'a composé, qui t'a écrit, qui t'a produit, qui t'a chanté, qui t'a beatboxé et qui t'a aussi réalisé les vidéoclips, si je ne me trompe pas. J'ai été très impressionnée par tout ça, par toutes ces facettes. Beaucoup. Et donc, l'invitée est là avec moi aujourd'hui pour parler de réjection et en quoi ça peut nous aider à comprendre plus sur nous. Et on a choisi ce sujet parce qu'elle sort son single qui s'appelle « Rêve d'un baiser », qui parle d'un râteau, un vrai râteau. Donc, avec vous les amis, les amours, c'est Inès Tavares, a.k.a. Priscia. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça fait plaisir d'être là. Super. Là, je crois qu'on est bien parti. Directeur, tout est bon, hein ? Tout est merveilleux ? Tout est merveilleux. Voilà, maintenant, on va vraiment pouvoir commencer le podcast. Okay. Et Priscia, pour ouvrir cet épisode, je m'arrêtais de demander comment tu te sens aujourd'hui, sincèrement. Sincèrement ? Ouais, très sincèrement. Très sincèrement. Je me sens bien, mais un peu déboussolée aujourd'hui. Déboussolée, c'est quoi ? Déboussolée, un peu perdue aujourd'hui, je flotte un peu. Ouais, tu flottes un peu. Je flotte un petit peu. Moi aussi, je flotte un peu. Ouais. J'ai pris je suis venue en vélo et plusieurs rues étaient bloquées avec beaucoup de klaxons et je suis arrivée un peu dans les nuages aussi sans comprendre ce qui arrive dans le monde d'aujourd'hui. Mais bon, c'est bien, on va être un peu dans les nuages ensemble. Je suis d'accord. Suis d'accord. Super. Donc, Priscia, est-ce que tu peux me dire, dire plutôt à l'audience, parce que moi je sais déjà, qu'est-ce que c'est Rêve d'un baiser ? Rêve d'un baiser, c'est un titre que j'ai composé à l'aide de mes musiciens cette fois-ci aussi. Donc Maxime Garot qui est un batteur mais aussi arrangeur et mon guitariste Cyril Nadj qui est guitariste et aussi arrangeur. Et en fait, ça fait un moment qu'il joue avec moi sur scène et on voulait composer un morceau un peu ensemble. Donc l'instrumental a été fait ensemble. Et c'est un single en français cette fois-ci qui sort le 13 octobre et qui parle d'amour, mais pas n'importe quel type d'amour. Ça parle d'un râteau. Et pourquoi tu as décidé de parler de ça ? Parce que peut-être qu'il faut... je ne sais pas si c'est moi qui me fais des idées, mais tu as été sur The Voice cette année, ce que je suppose a augmenté ta visibilité. Oui. Et je me demande, est-ce qu'il a un choix stratégique du morceau que tu vas sortir en ce moment ? Alors, pas du tout, parce que je suis aussi dans la composition d'un album. En attendant, il y avait la stratégie qu'il fallait sortir quelque chose pendant que j'ai créé mon album, bien évidemment, parce que j'aime bien prendre le temps de bien faire les choses. Mais c'est pas du tout stratégique, parce que par exemple, mon album, le but, c'est de lier un maximum le beatbox et la voix. Donc, c'est que j'ai montré dans The Voice. Et là, c'était juste voix. C'était vraiment un titre, une inspiration du moment qui est sorti. Écrit en mois de mars et vraiment produit cet été. Donc vraiment, c'était des vibes légères que je voulais apporter à ma musique qui est souvent plutôt engagée, où j'ai voulu, encore une fois, être engagée, mais cette fois-ci d'une manière un peu plus légère, avec on va dire une plume un peu
écrire de manière taquine, avec un côté un peu piégeant, pour jouer avec la langue française aussi, que j'ai rarement écrit en français. J'écris de plus en plus sur les morceaux que je vais sortir bientôt. Mais c'est vrai que là, j'avais envie de commencer par quelque chose de léger et taquineux. Et parce que tu es portugaise. Je suis portugaise. Je dis franco-portugaise parce que ça commence à faire un moment que je suis là. 10 ou 11 ans, je ne sais plus. Mais, je suis vraiment née là-bas. Je suis venue à mes 16 ans ici. Ok, donc il a une vraie histoire aussi d'appropriation de la langue. Oui, totalement. Okay. J'ai commencé en anglais justement parce que je me suis dit, déjà dans le beatbox, c'est un monde très international. Donc vite, dès qu'on rentre dans ce milieu, on est un peu obligé de parler en anglais. Donc il y avait déjà aussi le fait que mon audience était anglaise, internationale, pardon, qui parlait anglais, mais aussi parce que c'était pour moi un moyen d'allier mes deux pays. C'était en accord avec ma transition qui était encore en cours, où il y avait une forte biculturalité qui existe toujours. Mais aujourd'hui, j'ai un peu plus envie d'ajouter du sens à mon texte et qu'on comprenne ce sens-là. Donc je vais en français et peut-être, pourquoi pas, dans l'album, un peu de portugais en l'espagnol. Trop bien. Je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Super, super. Je vais essayer, mais j'aimerais faire un peu hommage aussi à mon pays et rentrer vraiment dans le vif du sujet en ce qui concerne la profondeur de la langue, qui sont du coup les deux langues que je maîtrise le plus après l'anglais. Ok. Enfin, avant l'anglais. Avant l'anglais, oui. Et du coup, tu m'as parlé que ce soit c'est lié à la question de la langue, vouloir écrire en français, devoir faire quelque chose d'un peu plus léger au niveau d'engagement. N'empêche que moi, j'ai quand même l'impression que c'est un texte très émotionnel. Mais qu'en même temps, dans ta campagne des diffusions, et c'est là où je me suis dit, on pourrait parler des choses positives dans Rato, dans ta campagne de communication, tu fais ça avec beaucoup d'humour. Exactement. En fait, tu as dit quelque chose tout à l'heure qui était vraiment le but de ce morceau. C'est pour ça que je disais, ça reste engagé, mais de manière un peu plus légère, parce que justement, j'ai pris le thème, la thématique du râteau, comme quelque chose de plutôt drôle. C'est-à-dire que j'ai voulu jouer entre cette ambivalence de la peur du rejet et la moquerie des autres qui peut exister lorsque on reçoit un râteau. Et justement, j'ai voulu jouer avec ça de manière à faire l'inverse, parce que du coup, finalement, je me moque pas, j'en ris, et c'est moi qui me le suis pris, ce râteau. Donc, en quelque sorte, j'essaye de faire comprendre aux gens que le rejet est très important pour avancer, et que un râteau, c'est pas quelque chose de négatif, c'est normal de dire non, et c'est normal de recevoir un non. Et c'est en comprenant plus ce rejet-là, et en l'acceptant plus, et en ne pas d'ailleurs le vivre vraiment comme un rejet, parce que c'est pas vraiment un rejet. Le rejet, normalement, c'est quelque chose qui existe déjà et qu'on rejette, j'ai l'impression. Là, pour le coup, je n'étais pas dans sa vie amoureuse avant, donc j'ai rien n'a changé. Et puis ok, non, c'est pas le cas, mais du coup, c'était mes attentes à moi, c'était pas les siennes. Donc, mes attentes à moi, je vis un rejet, mais c'est pas vraiment un rejet. Ah, c'est super intéressant. Donc, c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens à travers cette chanson, en riant et en rigolant. Et cette fille qui est finalement devenue la muse de cette chanson-là, en quelque sorte, je lui remercie parce que du coup, elle m'a permis de me donner plein d'inspiration et encore aujourd'hui, on est en très bons termes. C'est beau, ça. On est très amis et ça a rien. C'est ça aussi qui m'a donné envie d'écrire, c'est que aussi pour elle, il y a, puisque on accepte ça, quand on accepte un non. Les choses n'ont pas besoin de prendre une tournure dramatique ou honteuse ou autre. Et du coup, c'est là aussi où on respecte vraiment le consentement de l'autre aussi. Ouais, que c'est un sujet d'extrême importance dans le monde avec lequel on a beaucoup du mal, que ça soit de l'entendre, que ça soit de le comprendre, mais aussi de le dire. Totalement. Et c'est bienvenu, en fait, le non. Totalement. Et moi, j'ai une petite théorie toute à moi par rapport à mes observations et mon ressenti de la vie. J'ai quand même l'impression qu'on a un ressenti envers une autre personne ou d'autres personnes. Si c'est vraiment de l'ordre de l'affection romantique ou autre, ça sera probablement réciproque.
Et que des fois, quand on se fait des idées et qu'on se croit amoureux et que l'autre personne ne ressent pas la même chose, en tout cas pour moi, je ressens ça comme une opportunité de redécouvrir ce sentiment et de voir où est-ce que peut-être j'ai ajouté de l'illusion. Tu vois, je me suis fait mes histoires à moi et en fait, ça me permet de découvrir plein d'autres choses qu'on est capable de ressentir, mais c'est juste que dans une société très binaire, surtout, notamment dans l'amour, quand on ressent des sentiments, on n'a pas tellement de mots et des catégories en fait. Donc on va vite dans l'amitié, dans le crush, dans l'amour et tout ça. Alors que des fois on ressent des choses et c'est tout autre chose, c'est juste qu'on ne sait pas encore ce que c'est. Exactement. Et notamment de prendre en râteau, des fois, je trouve que c'est aussi une opportunité de dire ok, d'accord, mais alors c'est quoi ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que je peux faire de cette énergie? Et toi, tu en as fait de l'art. Oui, exactement. Tu as fait un objet que tu peux partager avec nous et qui peut faire d'autres personnes réfléchir. Totalement. Et puis, tu as parlé de... Qu'est-ce que j'ai en gros, je mets avec mes mots, mais en gros, qu'est-ce que j'ai projeté chez l'autre, en quelque sorte, où est-ce que j'ai peut-être créé une histoire autour de cette personne. C'est pour ça que ça s'appelle Rêve d'un baiser, ce morceau. Il y a du fantasme aussi, en fait. Un fantasme sur cette personne qui est peut-être... son image, sa manière d'agir, c'est peut-être juste, ça vient faire écho à nos rêves quand on était enfant, des conditionnements, etc. Et clairement, il y avait de ça aussi. Et je trouvais ça drôle de le mettre en évidence parce que du coup, c'est toute une autre émotion. Ouais. Peut-être que j'étais en train de tomber amoureuse de ce fantasme-là. Ouais. Et de me donner une opportunité à l'enfant de se dire, tu peux aussi aller dans ce que tu as rêvé là-dedans. Ouais. Mais c'est hyper intéressant ce que tu as dit. Moi, je trouve, dans le sujet de l'authenticité, je sais qu'on a l'habitude culturellement de tout romantiser, en fait. Les gens veulent tomber amoureux, la plupart des musiques parlent d'amour, gna, gna, gna. Mais une fois, j'ai connu une artiste péruvienne qui a fait un concert. C'était vraiment la femme diva avec son micro qui chantait que des chansons d'amour à l'ancienne. Oh là là, mi mundo senti no tiene mal sentido. Et j'étais mal parce que je venais de finir en relation et j'ai pleuré. Et en fait, son truc à elle, non mais c'était génial, son truc à elle, c'était qu'elle était dans la chanson avec des super musiciens et tout. Et au bout d'un moment, elle a arrêté pour faire un commentaire super acide sur la chanson qu'elle était en train de chanter, genre pour nous réveiller à la réalité et de dire nuit, il t'a menti, mais en vrai, tu savais qu'il t'ait menti et qu'en vrai, t'es mieux toute seule en fait. Et du coup, elle sortait du drame et elle m'a fait éclater derrière. Comment s'appelle cette chanteuse? Je ne retrouve pas. Comme toi, elle est là dans mon téléphone quelque part. On a échangé de contact. Avec toi aussi, j'ai cherché ton téléphone et tu n'avais pas mis Prisha, tu avais mis Inès. Inès, oui, mon vrai prénom. Et j'ai mis du temps. J'ai dit, mais je me rappelle qu'elle m'a donné son numéro. Et avec cette nana, c'est pareil. Donc, je vais finir par la trouver. Je vais te le dire qui c'est. Mais elle fait en sorte des stand-up au milieu de son concert pour dédramatiser tout ça. Et après, on a discuté et elle m'a dit, en fait, ça me manque, Sarah, des musiques qui parlent d'autre chose parce qu'il y a tellement de choses super intenses qui se passent dans la vie et on fantasme trop. Et du coup, quand on rencontre quelqu'un qui nous fait ressentir quelque chose, on a du mal à mettre d'autres couleurs parce qu'on est très conditionné à ce romantisme extrême, alors que selon moi, si on enlève tout ça et qu'on découvre un vrai sentiment, c'est super beau en fait. Après, ce qui est hyper marrant, c'est que c'est pas que c'est... Enfin, moi, je dirais pas que c'est que le fait que c'est toujours les mêmes mots qui sont utilisés. Toujours. En fait, c'est juste des mots qui sont extrêmement vastes. Ah oui. C'est quoi être amoureux? C'est quoi comment dire, sentir des papillons dans le ventre, à part l'impression physique, qu'est-ce que ça crée en nous au niveau sentiment? Ça va pas être pareil chez tout le monde d'ailleurs. La même sensation va avoir différentes interprétations selon la personne, selon ses émotions, etc. Donc je trouve aussi que l'amour, c'est vraiment un champ extrêmement vaste. Il est juste infini et c'est juste une belle manière de
parler de comment être humain et ressentir quelque chose de manière authentique, tiens. Ouais, ouais. Mais après, il a des façons plus classiques de le mettre en place, en fait. Et le que problème, ce soit les c'est couples, la monogamie, après, c'est quand même... moi, je trouve assez limité par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. Alors, je pense que c'est pas l'amour et les mots, justement, qui sont limités, mais comme l'humain n'arrive pas à trouver... comme l'humain n'aime pas avoir des cases aussi grandes, qui du coup sont pas des cases, et du coup, on crée des petits stéréotypes là-dedans, alors qu'il y a tellement plus que ça. Et bon, même si du coup dans la musique, on retrouve beaucoup le même schéma, ce qui est sûr, et c'est ça qui est bon, c'est que dans le ressenti de l'amour, même si parfois on n'utilise pas les mêmes mots, on en ressent bien plus que les stéréotypes qui sont racontés et les mots stéréotypés qu'on parle. Donc c'est ça aussi qui est beau. Mais du coup, quand on a oublié dans l'amour, donc en vrai, on est d'accord là-dessus. Oui. Et après, je me dis aussi, comme tu as parlé des papillons dans le ventre, moi, je ressens beaucoup de choses de ce style, mais pas forcément envers un autre être humain. Enfin, ça peut m'arriver... par exemple, les abeilles poilues. Je trouve ça tellement mignon, mais c'est terrible. Ça me fait tout un truc quand je les vois. Et Paris, par exemple, j'adore cette ville. Depuis que j'habite ici, il y a une sorte de palpitation dans mon cœur quand je sors, quand je l'observe. Et Paris, c'est aussi les gens qui habitent Paris, mais c'est aussi le chaos de Paris, c'est aussi les nationalités, c'est aussi les animaux. Il y a plein d'animaux à Paris, on ne s'imagine pas, mais des fois plus qu'en campagne, parce qu'il n'y a pas l'agriculture intensive et des fois, ils ont plus de nature ici qu'ailleurs. Enfin bref, et ces papillonnages en moi et tout ça, je ressens que ça m'appartient. Et des fois, quand je rencontre quelqu'un qui m'inspire ces mêmes sensations, je suis bien contente de le ressentir. Mais quelque part, je sais aussi que, encore une fois, pour parler de Régé, même si cette personne n'est pas là, en tout cas pas comme je le souhaite, cette palpitation, elle m'appartient en fait. Et je vais pouvoir continuer à la vivre. Exactement, c'est exactement ça. Et selon toi, qu'est-ce qu'il en a d'autre d'intéressant dans se prendre un râteau? Dans se prendre un râteau déjà, j'aime bien parce que ça te confronte, je parlais de projection, ça te confronte aux attentes et aux projections que tu fais. Et ça te rappelle que oui, c'est tes attentes à toi, c'est tes projections à toi. Donc, c'est à toi de ne pas les généraliser et rendre responsable l'autre de tes projections à toi. Ouais. Ça t'appartient. Il y a quelque chose aussi du coup d'individualisation. C'est quand on se prend un râteau aussi, qu'on prend conscience de notre existence qui est indépendante de celle de l'autre et de l'autre qui est indépendante de la nôtre. Parce que du coup, quand on est dans notre projection, dans l'amour, dans le crush, on mélange tout. Ouais. Et en fait, je pense que d'ailleurs, le beau amour, après, ça m'appartient ça, mais c'est quand on arrive à faire une belle danse entre ce beau mélange, mais aussi le fait que de temps en temps, on revient sur nous. On continue à exister, ouais. On continue d'exister, donc il y a tout ça qui est bien, et puis ça nous apprend aussi sur la confiance en soi. Ça nous apprend beaucoup sur la confiance en soi, puisque c'est un challenge. Ah oui, parlons de ça. Comment on gère l'ego dans ces cas-là? Comment on gère? Moi, je me rappelle que j'ai juste ri. Mais bien. J'ai vraiment ri. C'était très, très drôle. Je suis en train de me souvenir, c'était très marrant parce qu'elle m'a dit on en parle demain et j'ai vraiment, c'était ça son nom, c'était on en parle demain et j'ai ri et j'ai dit on n'en parlera jamais demain et on n'en a jamais parlé. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les réseaux là-dessus parce qu'on m'avait posé des questions, j'avais demandé un FAQ et on m'avait posé des questions sur le titre et une question qui était forcément la plus prévisible qui est ressortie beaucoup, c'est est-ce que c'est une histoire vraie, donc j'ai expliqué et j'ai dit que voilà, si on en parle demain, je l'attends encore. Non, je rigole. Mais j'ai passé à autre chose, bien sûr. Mais voilà, c'était hyper intéressant de voir déjà aussi ta réaction. Parce que du coup, c'est un rire. Pour le coup, là, j'ai vraiment trouvé ça drôle. J'ai vraiment trouvé ça drôle. Mais je sais que aussi, je pense qu'il y a une part de moi qui a ri parce que c'était ma manière de réagir aussi à tout ça. Donc, voir comment on réagit avec tout ça, c'est hyper marrant. Donc, ça nous apprend plein de choses. Ça nous apprend à être humain. Ouais. Et ça nous apprend à lâcher prise. Ouais, tu avais dit quelque chose dans tes réseaux aussi, que tu disais genre, c'est bien de dire aussi, d'avoir le courage de dire ce qu'on ressent, parce que ça nous permet, si on a un nom, de passer à autre chose, justement, et de s'assumer.
Donc, tu crois, est-ce qu'il pourrait y avoir du positif de rien le dire non plus? Au-delà de l'opinion que si tu sens quelque chose, il faut dire. Ça va dépendre. Je pense qu'il n'y a pas vraiment... Tu vois, on parlait de binarité. Et là, tu vois, pour moi, ça pourrait être un choix très binaire. Et je ne pense pas qu'il y a que ces deux options-là. Je pense qu'il y en a plein d'autres. Ça va dépendre de la situation, ça va dépendre de la personne en face, ça va dépendre de qui tu es aussi. Moi, je sais que j'ai besoin de dire des choses... Enfin, dans ce cadre-là, j'ai besoin de dire ou de faire comprendre. Parce que j'aime bien me fixer. J'aime bien me fixer dans ma tête et pas me faire rêver trop longtemps. Tu vois, j'ai un côté très rationnel en moi. Et j'ai un côté en mode, ok, rêve, mais au bout d'un moment, reviens aussi pied sur terre. Et du coup, j'ai ce besoin-là, mais ça, c'est ma personnalité. Il y en a plein d'autres qui préfèrent rester dans le silence et ça leur convient. Et ils passent à autre chose aussi, comme ça, peut-être un peu plus long, parfois, peut-être pas, mais je pense pas qu'il y a une réponse ou un antidote là-dedans, vraiment. Enfin, pas en tout cas, moi, je l'ai pas trouvé. Et c'est ok. Mais perso, je trouve qu'on n'en perd rien parce que plus on est sincère avec nous-mêmes et avec l'autre, plus on est capable d'apprendre de nouvelles expériences parce que du coup, on provoque une expérience. On reste pas dans l'attente, on reste pas dans le suspense, on provoque quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. En fait, je vois une porte qui est entrouverte, je la laisse pas entrouverte, soit je la ferme, soit je l'ouvre. Voilà. Donc moi je réfère ça parce que comme ça après derrière cette porte il y aura d'autres et au moins c'est les fermer, je sais que j'ai choisi le mauvais chemin et je vais vers l'autre porte. Donc au moins ça me permet de me fixer, mais voilà, parce que moi je suis très comme ça et il n'y a pas tout le monde qui est comme ça. Eh bien, dis donc, effectivement, ma maman, elle est comme toi. Moi, pas nécessairement. Elle m'avait enseigné quand j'étais petite. J'allais au cinéma toute seule et j'avais pas l'argent pour acheter les pop-corn et j'avais très envie de manger les pop-corn. Et j'ai dit, maman, j'ai envie de manger le pop-corn quand je suis au cinéma. Et elle m'a dit, mais il faut leur demander. Ils voient ta tête toutes les semaines. Tu leur demandes, peut-être qu'ils vont t'effiler. J'ai dit, mais maman, ça se fait pas. Jamais de la vie, je vais demander de pop-corn. Et elle m'a dit, ma fille, est-ce que tu as des pop-corn là? J'ai dit non. Si tu dit non, est-ce que ça va changer quelque chose? Tu auras toujours pas de pop-corn. Qu'est-ce que tu as à perdre en fait? Et bah, du coup, je suis allée demander de pop-corn et on m'a dit oui. Voilà, tu vois. Et depuis, j'avais plein de pop-corn à chaque fois que j'allais au cinéma. Tu vois, c'est incroyable. Et ouais, c'est une vraie sagesse. Ça te permet de saisir des opportunités, ça te permet dans la vie, tu vas marcher, tu vas avoir un trajet qui est assez long et parfois tu vas rentrer dans un bar, parfois tu vas rentrer dans un musée. Enfin, moi, je le vois comme ça en fait. Et puis je fais des choix, plus je vis des choses. Donc j'ai appris quand même pas mal avec Serato finalement en l'écrivant surtout parce que du coup ce qui m'a permis aussi de prendre de la distance c'est de le mettre sous forme d'art. Ça m'a permis de mieux comprendre certaines choses et puis aussi d'être confronté à des questions comme les tiennes où du coup tu te poses des questions en plus que tu t'es jamais posé. Là il y a plein de questions que tu es en train de poser, c'est sur le tac, sur le moment même que ça sort. Donc c'est hyper intéressant en tout cas de vivre les expériences, en tout cas de mon point de vue, en saisissant un issue, quoi. Enfin, je sais pas si c'est très compréhensible, mais voilà. Ah, mais c'est un podcast philosophique, donc si c'est pas compréhensible, c'est très bienvenu aussi. Et Prisha, s'il y a des gens qui ont envie de t'écouter, par exemple, en live, chanter ces singles, c'est quoi les opportunités, les portes mi-ouvertes qu'on peut essayer d'ouvrir avec toi? Et ben, pour commencer, vous pouvez me suivre sur les réseaux, donc PRICHIA Music en anglais, donc Prisha Music. Je mets à chaque fois, je mets des stories pour dire quand est-ce que je joue. Okay. Là, je vais jouer un tout petit peu moins. Je vais être plutôt dans la qualité du show parce que tout simplement, je suis en train de composer. Mais il y a des scènes quand même à venir. Il y a toujours des scènes. J'adore ça. J'ai toujours besoin de ça. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Je mets dans mes stories et dans les stories à la une mes prochaines scènes, voire même des affiches avec toutes les dates. Ça dépend de l'époque, de la période. et bien sûr, vous pourrez du coup écouter, regarder et peut-être même lire le titre Rêve d'un baiser et toutes les vidéos que je fais autour de ça où j'explique un peu plus le sujet. Et ce single sort le 13 octobre.
Ok, super. Je crois qu'il y a date de sortie de cette vidéo-là, donc c'est parfait. Prisha, avec toi, on va enchaîner sur un 12e épisode, donc je vous invite de rester avec nous pour la suite. Mais je vais faire quand même le petit rituel de chaque fois. La question conclusive de l'épisode, c'est qu'est-ce que tu considères des plus authentiques chez toi? Des plus authentiques? La question, elle est dure. Hein. Ouais, J'espère que tu as encore 20 minutes de rush parce alors, temps de réflexion. Je vais prendre vraiment le temps de réfléchir. Ok, je mets une petite musique en attendant. Est-ce qu'on mettrait un petit morceau de Rêve d'un baiser ou pas du tout? Oui, ouais, on peut. Allez. Ça sort le 13 octobre en plus. Allez, c'est parti. Cette femme aux yeux clairs, la peau froide et bleue. Regarde. J'ai trouvé. Je crois qu'on a la réponse. Je crois qu'on a la réponse. Et si vous voulez écouter un peu plus, n'hésitez pas à regarder sur toutes les plateformes streaming. Du coup, ok. Je pense que c'est peut-être un peu flou, mais pour moi, ça fait vraiment écho. C'est mes émotions, je dirais. Non, c'est mes beau. émotions et du coup, liées à ma sensibilité. Je pense qu'il n'y a pas plus authentique que mes émotions. Ça peut parfois être relou, mais c'est exactement ça. Eh ben, c'est une superbe réponse. Merci beaucoup, Prisha. Merci beaucoup à toi. C'était un plaisir d'être là. Ouais, c'était fort sympathique. Donc, c'était Prisha chez Densa Podcast avec moi, Sarah Poli. Et vous pouvez retrouver tous les épisodes sur raptz.com et sur YouTube, podcast Densa. Et n'oubliez pas que Densa sont aussi des rendez-vous dans le réel et pas que dans le virtuel où on va danser entre introvertis et extravertis. Prisha, elle est invitée. C'est quand tu veux. Hein. Je vais prendre mon courage à deux mains et je vais venir un jour. C'est parti. Et donc, pour connaître les dates, vous pouvez aller sur sarahpoli.com/densa et vous inscrire à la newsletter. Donc maintenant, je vais vous laisser avec le témoignage d'une auditrice et je vous attends au prochain Densa. Ciao! Pour moi, l'authenticité, c'est de rester fidèle à ce qu'on est. Qu'on soit peintre, serveur ou danseur, on doit pouvoir se regarder dans la glace et être fier du chemin parcouru. Ne jamais oublier qui nous sommes et ne jamais marcher sur personne. C'est à ce prix qu'on reste authentique. Et surtout par-dessus tout, on doit rester connecté à l'enfant qui vit en chacun de nous. Oh, l'enfant, c'était ça. Oh, c'est grave ça. Oh, comment ça c'est que j'ai oublié celui-là? En plus, je le dis tout le temps, l'enfant. Je le dis tout le temps. Je dis, comment tu restes authentique, tu n'oublies pas l'enfant qui est en toi. J'ai totalement oublié. Ça, c'est le stress du direct, ça. Oh non.